Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Au programme de cette édition, l'élection présidentielle à Djibouti. Le dépouillement est en cours et les résultats sont attendus sous peu. Mais c'est un scrutin sans réelle surprise car boycotté par une partie de l'opposition. Le chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh est le grand favori. Au Tchad, la fin de la campagne électorale, le premier jour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche. 13 candidats sont en lice, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990. Et puis nous irons au Kenya à la découverte de l'équipe féminine de rugby. Les Lions se sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio après le forfait de l'Afrique du Sud et elles comptent bien en profiter pour sortir de l'ombre de l'équipe masculine. C'est sans grand enthousiasme que les électeurs djiboutiens se sont rendus aux urnes ce vendredi. Devant la faible affluence, la commission électorale a même prolongé d'1 heure l'ouverture des bureaux de vote. Une partie de l'opposition a décidé de boycotter le scrutin. Après avoir fait modifier la Constitution en 2010, le président sortant Ismaël Omar Guelleh brigue un 4e mandat. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Thaïs Brook. Un bureau de vote situé dans un quartier aisé. Ici, nombreux sont les soutiens du président. Mekeo, un fonctionnaire du quartier, est venu accomplir son devoir civique. Il a instauré la paix et la stabilité ici à Djibouti, ce qui a fait de Djibouti une destination courtisée par les investisseurs du monde entier. Candidat à un 4e mandat, le président est confiant. Nous venons de voter et nous attendons avec optimisme les résultats ce soir. Dès le début d'après-midi, un parti d'opposition dénonçait déjà des fraudes. Et il y a des anomalies. Parmi ces anomalies, on note l'expulsion de nos délégués de certains bureaux de vote. À l'heure de la fermeture des bureaux de vote, les observateurs de l'Union africaine ont confirmé l'absence de délégués à certains endroits. Mais pour eux, ce n'est pas forcément lié à une obstruction des autorités. Nous avons constaté dans beaucoup de votes qu'il y avait moins de 6 délégués. Ça se fait donc que certains candidats n'avaient pas leurs délégués. Maintenant, pourquoi ils n'avaient pas les délégués? Ça, c'est une situation que nous sommes en train d'analyser. L'opposition a toujours remis en cause l'indépendance de la commission électorale. Cette contestation du processus électoral allait donc de soi. Au Tchad, les électeurs devront se prononcer ce dimanche lors du premier tour du scrutin présidentiel, une élection qui cette fois n'est pas boycottée par l'opposition. Les Tchadiens devront choisir parmi 13 candidats. Après plus de 25 ans au pouvoir, le président Idriss Déby brigue un 5e mandat, mais il fait face notamment à Saleh Kebzabo, candidat de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, et à son ancien Premier ministre. La campagne électorale s'achève vendredi. Nos envoyés spéciaux ont suivi pour nous les derniers meetings des candidats. Regardez. Avant-dernier meeting pour Idriss Déby. Pour le président sortant, c'est sa 5e campagne et un seul mot d'ordre. Premier tour, chaos. Ce pari, c'est de gagner les élections au premier tour. Face aux critiques à l'encontre de cette nouvelle candidature, Idriss Déby s'affiche en seul garant possible de la paix. Les Tchadiens ont estimé nécessaire qu'il n'y a pas mieux que Déby aujourd'hui pour continuer à faire de ce pays, à apporter des changements dans ce pays, à restaurer l'état réel, en fait, disons, démocratique dans ce pays. Et surtout, la paix et la stabilité sont des éléments essentiels aussi pour le Tchad comme pour la sous-région. Dans les rangs de ses supporters, sa victoire dès dimanche ne fait aucun doute. Confiante parce qu'il y a une alliance de plus de 108 candidats. C'est le candidat d'un consensus national. Et nous, la jeunesse, on est derrière lui. Je suis venue pour soutenir mon candidat et je voudrais à ce qu'il passe au premier tour à 100%. Cette victoire dès le premier tour, c'est précisément ce que veut éviter le camp adverse. Une douzaine de candidats parmi lesquels Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition. Il fait campagne depuis 2 ans. Sur la route qui le mène à N'Djamena, il est accueilli en espoir du changement. Nous allons faire la preuve que sans Déby, le pays sera encore plus stable. Parce qu'en réalité, la stabilité de Déby, c'est la stabilité au bout du fusil. Il a pris le pouvoir par la force de l'arme. Il a
il a gardé les Tchadiens en otage depuis 25 ans, avec pour chaque Tchadien un fusil. Et ça, c'est pas la paix. Ce discours fait particulièrement écho aux jeunes, nés sous la gouvernance d'Idriss Déby. Nos parents ont souffert et nous aussi, nous sommes en train de souffrir, on ne peut plus supporter. Kebzabo est la seule solution qui pourra vraiment changer le Tchad. Les partis font campagne jusqu'au dernier moment. Les cortèges de soutien ont envahi les rues de la capitale tchadienne, N'Djamena. L'opposition est partie en ordre dispersé. Un pari risqué face au président sortant Idriss Déby, au pouvoir depuis plus de 25 ans. Et puis toujours au Tchad, une nouvelle rébellion a été créée dans le nord du pays, baptisée le FACT, le Front pour l'alternance et la concordance au Tchad. Ce mouvement politico-militaire se dit opposé au régime d'Idriss Déby. Il s'agit d'une branche dissidente de l'ex-Union des forces pour la démocratie et le développement, l'UFDD. Que se passe-t-il à la tête de l'État malgache? Alors que le pays sort à peine d'une longue crise politique, la présidence a annoncé vendredi la démission du gouvernement, une information qui a été peu après démentie par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter les détails de notre correspondante Gaëlle Borgia. C'est le genre de rebondissement dont seul Madagascar a le secret, une démission puis une non-démission dans la même journée. Donc ça a commencé aux alentours de 13h heure locale. Nous, journalistes, avons été convoqués au palais présidentiel. C'est là que nous avons appris lors d'un point presse que le Premier ministre avait déposé sa démission auprès du président de la République. Et revirement de situation, quelques heures plus tard, nous avons été convoqués au palais du Premier ministre cette fois-ci et il a démenti l'information. On l'écoute. J'ai reçu beaucoup de fils de la part de beaucoup de gens, me signalant et me demandant en même temps pourquoi vous avez posé votre démission. Je leur ai répondu que je n'ai pas encore déposé ma démission. Mais vu les circonstances, vu l'intérêt supérieur de la nation, vu ma volonté de servir Madagascar et non pas de se servir Madagascar, je vais lui remettre cette lettre de démission à temps voulu et opportun. Une démission qui sera donnée en temps voulu, a dit le ministre, mais aucune date n'a été précisée pour le moment. Un pont pour relier l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Ce projet pharaonique a été annoncé aujourd'hui par le roi Salman en visite au Caire. Ni la date ni le lieu de construction de ce pont n'ont été communiqués. Le monarque s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, les deux alliés qui ont décidé de renforcer leur coopération économique et militaire. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le torchon brûle entre les autorités algériennes et la presse française. France Inter, France Culture, Libération et Le Figaro annoncent boycotter la couverture du voyage de Manuel Valls à Alger ce week-end. Cette décision a été prise suite au refus des autorités algériennes d'accorder un visa à 2 médias français, notamment un journaliste du Monde. L'Algérie avait en effet fait part de sa colère lors de la publication dans le journal Le Monde d'une photo du président Bouteflika dans l'enquête sur les Panama Papers où figurent plusieurs personnalités algériennes proches du pouvoir. Après 3 années de violence, la Centrafrique réintègre l'Union africaine. L'organisation panafricaine a annoncé avoir levé la suspension de la Centrafrique après la réussite du processus de transition et la restauration de l'ordre constitutionnel. Omar El-Béchir promet de quitter le pouvoir en 2020. Âgé de 72 ans, le président soudanais assure qu'il ne briguera pas un nouveau mandat présidentiel. Omar El-Béchir s'était emparé du pouvoir en juin 1989. Il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et génocide au Darfour. Au Kenya, le rugby féminin sort de l'ombre. Les joueuses de l'équipe nationale vont finalement participer aux Jeux olympiques de Rio suite au forfait de l'Afrique du Sud. Et vous allez le voir, les Lionnes comptent bien en profiter. Le récit de Laurent Berstecher. C'est sur un coup du sort que les joueuses de rugby du Kenya se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Rio. Et même si elles sont loin d'être favorites, les Lionnes se disent prêtes à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Tout le monde pense qu'on n'a aucune chance, mais moi, je crois qu'on peut le faire. C'est l'Afrique du Sud qui s'était d'abord qualifiée pour les Jeux en remportant le championnat africain en décembre. Mais la fédération sportive sud-africaine a déclaré forfait
Et ce sont finalement les Kenyanes qui s'envoleront pour Rio. Une chance inespérée pour ces joueuses de briller sur la scène internationale, mais surtout de promouvoir un sport qui, pour beaucoup de Kenyans, reste réservé aux garçons. Dans notre pays, on commence à prendre conscience du rugby féminin. Mais ce n'était pas le cas avant. Quand on disait aux gens qu'on jouait, ils répondaient « C'est quoi le rugby? Les femmes peuvent jouer ?» Aujourd'hui, ils disent « C'est vous qui allez jouer aux Jeux Olympiques ». Donc il y a un changement de perception et de mentalité. Le rugby féminin deviendra à Rio une discipline olympique pour la première fois de son histoire. L'occasion rêvée pour les Lionnes de montrer de quoi elles sont capables. C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition. Restez sur France 24, l'information continue.